Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un opposant historique au régime de Mobutu, de Laurent Kabila et désormais de son fils Joseph Kabila, dans ce qui s'appelait avant le Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, merci à vous d'être présent. Merci. Alors, après avoir connu la prison et l'exil, vous qui êtes le fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, espérez devenir enfin le président de ce pays si vaste, si riche et si complexe. Est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle prévue en novembre 2011 ? Oui, je vais être candidat à la présidence de la République, oui, aux élections prévues pour le novembre 1991, si jamais elles sont organisées, parce qu'il y a toujours des bruits qui ne nous rassurent pas sur ce plan-là. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour avoir des élections transparentes ? Je ne dirais pas que les conditions sont réunies, mais étant donné la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve pour le moment, je me suis senti obligé d'entrer dans les jeux pour ne pas demain être accusé de non-assistance à personne en danger, parce que franchement, notre peuple ne peut plus tenir longtemps en fait, ça. Donc je tiens absolument à participer à ces élections-là. Donc vous, après 3 ans d'absence, vous étiez à l'étranger, vous allez rentrer à Kinshasa en décembre ? Début décembre, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais commencer par organiser le congrès de mon parti, le premier congrès du parti. On n'a jamais eu le temps, avec toutes ces dictatures, on n'a jamais eu le temps de s'organiser. C'est maintenant qu'on peut le faire. Ça va pouvoir se faire ? Vous pensez que ça va pouvoir se faire ? Et encore une fois, j'espère que ça va pouvoir le faire. Mes collaborateurs qui sont sur place disent que les conditions sont telles que je peux organiser les élections. Je peux organiser le congrès de mon parti qui s'ouvre du 10 au 14 décembre prochain. D'accord. Laissez-moi comprendre quelque chose. En 2006, il y a eu des élections. Vous les avez boycottées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez a priori d'être candidat ? Est-ce que les conditions de transparence démocratique sont meilleures aujourd'hui qu'en 2006 ? Non, j'ai dit justement que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures, mais j'ai dit que la situation politique dans laquelle se trouve, la situation sociale dans laquelle se trouve le peuple congolais est telle que je dois prendre mes responsabilités. Je ne peux pas, pour des raisons que les conditions ne sont pas remplies, ne peux pas cette fois-ci être absent. Il faut absolument que je remplisse mon devoir civique, parce que comme je dis, il ne faut pas que demain je sois accusé de non-assistance de personnes en danger. Parce qu'effectivement, quel est le danger ? Quel est le danger aujourd'hui ? Évidemment, le pays a beaucoup de problèmes, mais pour vous, quel est le danger ? Guerre civile, sécession, coup d'État, effondrement économique, quel est le danger ? D'abord, la manière catastrophique dans laquelle, laquelle le peuple est dirigé, le pays est dirigé par l'équipe au pouvoir pour le moment. Et puis, il faut craindre, parce que ça, il faut aussi le savoir, qu'il n'est pas exclu qu'à un moment ou l'autre, il puisse y avoir effectivement une nouvelle guerre civile, parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui dirigent le pays étant des militaires, ils avaient leurs collègues avec lesquels ils faisaient le maquis. Et quand ils se sont partagés le pouvoir, ils n'ont pas satisfait tout le monde. Et tous ces gens-là sont dans le maquis pour le moment et en train de voir si la direction du pays est bonne ou pas. Et sinon, ils peuvent faire des coups. Je ne peux pas garantir cela non plus. Donc tout ça fait que, en tant que politique, je dois absolument prendre mes responsabilités en me lançant, en me jetant dans la danse, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas que demain on m'accuse que je n'ai pas pu sauver le peuple qui était effectivement, comme je dis, en danger. Vous avez d'abord travaillé avec le maréchal Mobutu. C'est quoi ? Avant de devenir un de ses opposants, vous avez été aussi opposant de Laurent Kabila, aujourd'hui de Joseph Kabila. Comment est-ce que vous comparez les trois ? Les trois, ça va un peu crescendo. Mobutu, j'ai même collaboré avec lui parce qu'il avait toujours cette habitude de faire le contraire de ce que disait sa constitution.
la Constitution, à ce moment-là, qui rédigeait sur le pays, j'y ai contribué pour la rédiger. Elle était très démocratique, elle prévoyait le multipartisme, elle prévoyait tout. Mais dans la pratique, Mobutu faisait juste le contraire. Et c'est ça qui m'a servi à un moment donné de me révéler, de dire non, voilà ce que dit la Constitution, nous devons la suivre plutôt que faire le contraire. Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. Pas, de la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve qui peut, on ne sait pas très bien ce qui va se faire. Donc, un homme qui n'a pas de vision politique, qui n'a pas de programme, il y a 10 ans qu'il est au pouvoir. Pour le moment, il ne faut pas oublier ça. Alors, ce n'est pas après avoir bitumé quelques tronçons de route qu'on peut dire qu'il a dirigé le Congo. Donc, tout est, à tous les plans, tout est catastrophique. Le plan social, on n'en parlait pas. Les fonctionnaires sont toujours en grève permanente, donc il ne faut pas en parler. Il n'a construit aucun hôpital, aucun centre médical. Un dictateur, oui, parce que justement, je vous dis qu'il dirige un peu comme son père, un peu à l'arbitraire, sans tenir compte de la Constitution de la République et sans tenir compte des lois qui existent. Vous avez dit que tous ces dirigeants, depuis l'indépendance, ont été d'une certaine façon soutenus, voire imposés par l'étranger, la communauté internationale, la France notamment. Est-ce que vous pensez toujours cela? Qu'aujourd'hui, ce sont les pays étrangers qui essayent d'imposer un leader au peuple congolais? Mais jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, nous avons l'impression, la conviction même que c'est particulièrement ce qui s'est passé dernièrement en 2006, qu'on appelait les élections chez nous. Ça ne sont pas été des élections auxquelles le peuple congolais a participé. Nous continuons à dire que c'est vraiment une mascarade organisée justement par la communauté internationale, par un groupe au moins de la communauté internationale. Qui? Donc, enfin, on ne peut pas aller, vous l'avez dit, jusque dans les détails, mais la communauté internationale... La France soutient toujours Joseph Kabila? Mais nous avons l'impression, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression, je viens de la Belgique, je vois que certains leaders politiques qui avaient effectivement appuyé Kabila, maintenant, devant ces réalisations que je viens de décrire, j'ai l'impression que les gens ont tourné un kazakh, ils ne savent pas, ils ne peuvent plus avoir confiance dans un homme qui mène le pays. Vous pensez que Paris et Washington pourraient lâcher Joseph Kabila? Ah oui, devant en tout cas les actions que Kabila mène maintenant, donc c'est-à-dire d'inexistence d'un État, voilà. Nous sommes là dans un non-État. Donc je crois que les réalités sont telles que, quels que soient les appuis que l'Amérique et la France donnaient à Kabila, ils doivent absolument s'en défaire pour le moment. Ce n'est pas possible. Mais entre devoir et le faire, vous pensez qu'il y a une possibilité que ça devienne une réalité? Ils vont le faire. Ils vont le faire parce que attendez mon retour, parce que nous allons effectivement mobiliser le peuple congolais, parce que ça c'est encore une chose qui est à... Nous allons mobiliser le peuple congolais. Maintenant, le peuple est vraiment tenu au silence. Il n'y a pas les gens ne parlent pas, il n'y a pas de réunions, on ne peut pas, les partis politiques ne peuvent pas se réunir, etc. Mais je crois qu'à mon arrivée, nous allons absolument changer cette attitude-là. Et à l'extérieur, on entendra ce qui va se passer au pays, au Congo, et je suis sûr que personne ne sera insensible à ces pressions intérieures du peuple congolais. Il y a eu notamment la mort de 2 militants des droits de l'homme, Floribert Chebeya, début juin, et Armand Tungulu, qui avait caillassé l'escorte présidentielle. Pour vous, ça signifie quoi? Ça signifie justement que vous venez de donner, illustrer par ces exemples-là, le régime qui est au pouvoir au Congo. Un homme comme Chebeya, il était très... Vous accusez le régime Kabila de les avoir tués? Absolument, c'est une certitude. Il n'y a pas de doute, il n'y a personne qui en doute d'ailleurs. C'est une certitude. Il présente les choses autrement, d'ailleurs très mal présentées, pour expliquer tous ces mots-là, mais personne ne doute que c'est vraiment le pouvoir au sommet qui est à la base de ces meurtres. D'accord. Juste dernière question. On a beaucoup parlé de l'Est du pays, avec des milices, des viols massifs. Comment jugez-vous la situation là-bas? Mais justement, vous voyez, quand nous étions à Sun City, nous avons été au dialogue intercongolais. Les 3
les trois groupes de belligérants, plus même des politiciens, c'était pour arriver à pacifier le pays, demander à ceux qui portaient les armes de les déposer, mettre sur pied une armée nationale pour la première fois d'ailleurs, parce qu'il n'y a jamais eu l'armée nationale, procéder à un recensement de la population, parce que depuis 60, nous ne savons pas combien sont les Congolais, procéder à l'identification des Congolais, parce que depuis lors, il y a les désordres tels qu'il y a énormément de gens de toutes parts qui sont dans le pays. On ne sait pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Tout ça a été exigé au dialogue intercongolais avant qu'on puisse parler d'élection. Mais comme on avait les idées de tricher comme on a triché, on a négligé justement toutes ces choses-là qui allaient nous assurer des élections réellement libres et transparentes. Donc on a négligé ça. Donc, vous posez la question que vous posez. À ce moment-là, on a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis monts et merveilles, surtout à l'Est, où la sécurité était très, très, très menacée. Mais maintenant, même cette population est complètement déçue parce qu'il n'y a pas de changement avant ou après le Sun City, il n'y a pas de changement à l'Est du pays. Donc, encore une fois, ça montre l'incapacité du gouvernement. 10 ans, n'est-ce pas, que ce monsieur est au pouvoir, il n'y a pas de changement et ça montre justement ce que je viens de dire, ça illustre ce que je viens de dire, les capacités des gouvernants actuels de diriger le Congo. Très bien, je vous remercie beaucoup Étienne Tshisekedi d'être venu à l'entretien de France 24. Merci à vous de l'avoir suivi, restez sur France 24 pour plus de nouvelles.